Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va concerner donc toujours dans le cadre de la documentation technique et la gestion de données bien évidemment, la nomenclature. Alors on va essayer de détailler un petit peu ce que c'est qu'une nomenclature et en même temps et surtout d'ailleurs voir un peu son rôle dans la gestion de production. Alors qu'est-ce qu'une nomenclature? On va commencer par une définition extrêmement simple de manière à ce que vous puissiez suivre le petit rappel que je vais faire qui concerne les vidéos précédentes que j'ai pu éditer. Alors, on part d'un produit complexe, c'est-à-dire un produit qui est composé de sous-composants afin de faire un produit complet. Donc, une voiture, par exemple, une armoire, une machine à laver, enfin, n'importe quel produit de consommation. Et donc, sur cette nomenclature, donc vous aurez une décomposition en fait de tout ce qui compose le produit en lui-même, c'est-à-dire des sous-ensembles. Donc, c'est aussi des produits qui sont intermédiaires et composés de plusieurs éléments. Des composants. Alors, dans les composants, on va intégrer donc des produits achetés, des matières premières et des éléments éventuellement sous-traités. Et donc, on a, avec cette nomenclature, la liste de tout ce qui compose le produit. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc retenez simplement que c'est une liste qui donne la composition d'un produit. Donc attaquons maintenant le rappel en fait des vidéos précédentes pour voir le rôle que joue cette nomenclature un petit peu dans les différents stades des données techniques et de leur utilisation. Donc tout d'abord, les données techniques comme on l'avait vu, est centralisé par un système informatique qui va relier en fait les différents services les uns avec les autres, et donc il y aura une interconnexion des données entre les différentes fonctions de l'entreprise. Donc ça, c'est un rôle essentiel à jouer, donc le transfert de données. Ensuite, donc, on a vu que les données impliquées directement et notamment les données techniques, appliquer directement les différents services qui sont concernés par ces données techniques. Alors attention ici hein, sur les données techniques, il ne s'agit pas essentiellement des données qui se rapportent au produit en lui-même, mais aussi toutes les informations qu'on va collecter pour la logistique par exemple, c'est-à-dire connaître le déplacement des produits, son poids, son volume, le temps de transfert, ce genre de choses. Donc c'est pas forcément la composition, par exemple, comment dire, de la matière en fait du produit, par exemple, ou ses dimensions. C'est aussi des informations complémentaires qui vont aider à la gestion de production. Et donc, pour que ça puisse fonctionner correctement, il faut une cohérence en fait de ces données. Et donc, il faut que chaque service qui est spécialisé puisse comprendre les données qui, comment dirais-je, impactent les services avec lesquels il doit travailler, comme la qualité, la manutention. Hein, si je prends le cas de la maintenance, par exemple, elle doit travailler avec la manutention, par exemple. Donc, savoir quelles sont les données importantes en temps, oui, en temps réel, par exemple, mais aussi les temps d'attente, les temps de réparation, etc. Et donc ça, les temps de réparation, ben, là maintenant, c'est concerné et va jouer sur la qualité, sa qualité notamment, hein, dans le service maintenance, mais également sur la qualité du service rendu par la manutention, éventuellement par des temps d'arrêt. Donc voilà un exemple. Et donc, il faut que ces services puissent parler le même langage, c'est-à-dire avoir les mêmes points de repère. D'où l'intérêt de codifier en fait les liens entre les différents services. Donc ensuite, on a vu qu'il y avait des problèmes justement de dénomination ou de libellé dans les différents logiciels. Et j'avais pris un exemple concernant une presse hydraulique horizontale qui est une machine un peu spéciale, on va dire, qui n'est pas très courante. Et le nom qui était donné dans l'entreprise, le nom commun, hein, donc par les ouvriers, la maîtrise,
enfin tous les services techniques qui sont dans la fabrication même du produit, voire dans la maintenance d'ailleurs, eh ben, on appelait ça le sous-marin. Et donc, le nom donné par l'éditeur de logiciel était presse hydraulique. Et donc, les gens qui devaient utiliser cette information étaient un peu déstabilisés. Ils n'étaient pas sûrs, en fait, que cette machine était bien ou se rapportait au sous-marin qui était désigné dans l'atelier. Donc voilà, ça paraît anodin, mais c'est quelque chose qui peut véritablement perturber les gens, les arrêter dans leurs décisions notamment. Donc, application des données techniques. Donc, ici, on retrouve les différents services. Et là, j'ai plutôt intitulé ça par différents labels concernant les circuits, hein, donc circuits de production, d'approvisionnement, etc. Tout simplement parce que, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la circulation en fait du produit lui-même. Et donc ici, on va avoir des éléments de critères qui vont correspondre à différents services. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'interconnexion et de la nomination en fait des intitulés d'information, hein, donc le sous-marin, là ce que je viens d'évoquer. Mais ça c'est une information et donc parfois pour certains services ils ont besoin de plus d'informations, donc comme par exemple des temps de cycle, des nombres de pièces qui sont OK, donc c'est-à-dire qu'ils ont été vérifiés par la qualité, des pas de machine, etc. Et donc ça, ce sont des indicateurs qui concernent les services, et donc toutes les informations ne vont pas transférer évidemment dans chaque service, il faudra les sélectionner. Si par le plus grand des malheurs, on a une mauvaise sélection, c'est-à-dire si on a sélectionné ou si on a omis, par exemple, certains critères pour certains services, donc là, on va obtenir une mauvaise qualité. Et donc, il va manquer des informations ou ce seront des informations tronquées. Et là, dans ce cas-là, il peut y avoir des erreurs d'interprétation, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus d'informations pour recouper ces dites informations pour avoir une donnée exploitable. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut avoir des erreurs d'interprétation. Qui dit erreur d'interprétation peut avoir des coûts supplémentaires. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est quand il y a des modifications sur des contrats de réalisation de chantiers assez importants. Donc, par exemple, lorsque vous avez des avenants à contrat, c'est-à-dire des modifications sur des couleurs, par exemple, ou des traitements de surface, c'est-à-dire est-ce que ça doit être plastifié noir, vert, jaune, etc., ou la qualité de la plastification qui peut changer. Si on n'a pas l'information en temps et en heure, si on n'a pas en fait les informations par exemple sur du stock, sur les stocks de produits qui sont en cours de fabrication, et qu'on ne connaît pas par exemple ce qui a déjà été fait, ça joue évidemment sur la qualité, c'est-à-dire qu'il y aura un nombre de pièces qui seront non conformes, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais simplement parce qu'il y a eu de la part du client une modification. Alors, cela peut aussi jouer sur les temps, donc notamment sur les temps de modification, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision, de quelle manière, qui est-ce qui est affecté, etc., etc. Donc, il faut essayer d'avoir un maximum d'informations sans pour autant plonger les différents services dans une noyade de données, quoi. Donc, il ne s'agit pas de mettre... Ici, l'adage qui dit avoir plus pour pouvoir faire moins, ça ne fonctionne pas. Ça va. Donc, parce que justement, ça va ralentir le système. Ensuite, on a vu donc le flux de base, donc ici qui est la circulation en fait des produits au sein du processus de production. Et donc, on commence toujours par des stocks, donc matières premières. Donc, les composants, je rappelle, ce sont des produits qui sont achetés. Et donc, tous les produits ne subissent pas de transformation pour les composants. Certains peuvent, comme ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est sous-traité. Et on déplace alors le produit dans le processus de fabrication et il passe à la fin dans le stock de produits finis où là il est géré encore une fois par le système de gestion de production. Et enfin donc il va jusqu'au client. Donc théoriquement le système de gestion et les données assistent
tout le transfert depuis les stocks, depuis l'entrée en fait des matières dans l'entreprise jusqu'au client. Alors si on reprend donc cette circulation de produits ou de matières et de composants, eh bien on va décortiquer en fait la partie qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, qui va concerner en fait les différentes étapes du processus de fabrication. Et là-dessus, donc, on va avoir des fiches suiveuses qui vont donner et récolter également des informations à chaque étape du processus de production. Donc, en fait, il y a deux transferts. Donc, le premier, c'est celui de données qui sont contenues sur les fiches et qui vont interagir avec le personnel qui est occupé à faire les transformations sur le processus de fabrication et qui va pointer, donc c'est-à-dire qu'il va récolter, on va récolter de l'information, donc notamment les délais ou les qualités ou les quantités de production. Et là, bon, on peut le faire ça avec une douchette. Donc la douchette, je rappelle, c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop. Alors là, je vais mettre le pointeur de la souris, voilà. Et ici, donc, la douchette, c'est ça, hein, c'est ce truc-là, qui va lire donc les codes barres qui sont ici sur les fiches suiveuses et qui va transférer ça au système donc informatique. Alors, ensuite, pour pouvoir faire ce transfert et pour pouvoir donc, comment dire, euh, opérer, si vous voulez, les transferts de données, on a besoin de la codification, comme je l'ai signalé dans la vidéo précédente. Et donc pour faire ça, on a besoin de connaître un petit peu la structure des produits. Et donc ici, je vous donne une structure de produit qui est tout à fait arbitraire, hein, qui n'est pas normée, mais simplement pour avoir des repères sur la manière dont on peut codifier. Et pourquoi est-ce qu'on va codifier d'une certaine manière. Donc la première catégorie de produits, c'est ce qu'on peut appeler les produits assemblés, c'est-à-dire justement ce qui va nous concerner, à savoir donc les nomenclatures pour des produits complexes. Donc là j'ai pris, la photo est très petite, mais on voit que c'est un moteur, et donc vous voyez que déjà rien que le moteur d'une voiture est déjà un produit extrêmement complexe avec de nombreuses pièces qu'il compose. Et donc là, vu que c'est un produit de grande consommation, on va faire ce qu'on appelle une production de masse. Je rappelle simplement qu'une production de masse, c'est une production avec une intervention humaine sur le produit lui-même, mais en grande quantité, bien évidemment. Alors, le cas numéro 2 est un produit simple, donc simple, ce qui signifie qu'il y avait peu de composants. Alors là, peu de composants, ça veut tout dire et rien dire, mais disons que c'est composé de 4-5 articles, donc c'est-à-dire composants, qui sont, comment dire, relativement simples à fabriquer. Donc là aussi, on peut avoir des productions de masse pour ce genre de produits. Les produits simples, alors ce sont des produits ici un peu particuliers parce qu'on voit que j'ai pris un plat cuisiné. Donc un plat cuisiné est quand même un produit assemblé parce que le produit en lui-même, pour pouvoir le réaliser, il faut plusieurs produits alimentaires pour pouvoir réaliser un repas digne de ce nom. Et donc il y a une conjonction entre les deux, donc entre les produits assemblés et les produits simples. Alors, ici, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que en fait, on va travailler sur des produits qui sont relativement faciles à réaliser. Ça va ? Alors ici, donc, on va travailler sur des productions en petite série ou à la commande, ce qui n'était pas le cas donc, pour le cas numéro 2, là, ici, hein, donc celui-ci. Celui-ci, on travaille plutôt sur, ici, donc, des produits de masse, comme je l'ai indiqué. Tandis qu'ici, on est plutôt sur... Donc, un restaurant, il fait pas des... C'est pas McDo, quoi. Hein, je veux dire, c'est un restaurant, donc il va faire ça à la commande. Alors, le cas numéro 2, en termes de produits simples, ce sont des produits extrêmement faciles à réaliser, comme des rondelles, des vis et des choses comme ça. Donc là, soit c'est fait en petite série, donc ça peut, suivant le cas particulier qu'on peut avoir, ou si c'est des produits, disons, normés, ça peut éventuellement passer en production de masse. Donc normé, généralement, ça signifie que les consommations sont importantes. Alors les produits complexes à réaliser,
Donc ce sont des produits des fois uniques, donc comme des produits faits à partir de chaudronnerie. Donc on voit qu'évidemment c'est composé par différents éléments qui sont soudés ensemble et ça fait un produit. Ouais, donc, c'est en ça que c'est un produit complexe mais qui est pratiquement unique. Et donc là, on va se retrouver donc en production de petites séries ou à la commande encore une fois. Donc petite série, ça peut être 10-15 pièces, comme ça peut être une centaine de pièces. Lorsqu'on passe à des milliers de pièces, là on est sur des grosses séries. Alors le cas numéro 2, ce sont des grandes consommations. Alors généralement, ce sont des produits relativement complexes en termes de production et on va utiliser donc des méthodes de fabrication qui sont un peu particulières. C'est-à-dire qu'on va investir dans le système de production. Donc, dans la chaudronnerie, ce sera la qualification du personnel qui sera en fait l'investissement premier dans lequel on doit se focaliser pour pouvoir réaliser justement ces produits. Dans le deuxième cas, c'est pas du tout la même chose, c'est plutôt le service méthode qui lui va élaborer en fait des systèmes de fabrication très évolués, donc des moules, enfin ce genre de choses, pour pouvoir réaliser les pièces rapidement et surtout donc en très grosse série, en production de masse. Donc voilà un peu les catégories de produits. Et à partir de là, on va codifier en fait ces produits en fonction des structures d'entreprise parce que généralement les produits sont associés à des structures d'entreprise. Quand vous avez des productions de masse, en général, vous avez des productions, des entreprises de taille assez importante. Alors, le flux documentaire et la codification. Donc ici, ce qui est très important de comprendre, c'est que l'interaction entre le code et à quoi il sert, l'interaction des données et l'intérêt en fait de la codification. Donc tout est centré sur la fiche article. Donc ça, c'est l'élément que vous allez retrouver dans le logiciel qu'on a vu tout au début. Et là-dedans, vous aurez donc un code interne et vraiment pour faire très simple, une situation de l'endroit de stockage, puisqu'on a vu que c'était la première opération dans le processus de production. Donc on effectue un lancement. Dans ce cas-là, on récupère la donnée de la fiche article et on va ajouter donc des éléments supplémentaires, donc des bons de sortie magasin. Donc encore une fois, ce n'est pas vraiment des données techniques sur le produit, mais simplement sur son parcours, c'est-à-dire où il va, comment il y va et où il y va. Ça va où il va, c'est-à-dire où il atterrit en fait. Et alors, l'affectation à la commande interne, donc ça, ce sont des données, et ça, on revient à ce que j'avais dit tout au début du rappel, c'est-à-dire c'est l'interconnexion, par exemple, avec la comptabilité et la logistique, où on va lui affecter un numéro de code, donc de code client, de manière à l'identifier dans le circuit. Supposons maintenant que nous n'ayons pas de stock, ça va, ou pas assez de stock, il faudra passer par le service achat. Et là, on récupère en fait la fiche, enfin, ou les informations plus exactement de lancement. Voilà. Et évidemment, la partie fiche article qui était contenue déjà dans le lancement. Et là, on va rajouter un code qui est le code du numéro de commande du fournisseur qu'on va associer bien évidemment au code produit interne. Ça va de manière à ce qu'on puisse faire la jonction entre le circuit du fournisseur et le circuit interne de production. Donc, principe, on veut se retrouver dans le parcours du produit qu'on a à fabriquer. Et donc, forcément, ça va atterrir dans le stock, donc le fournisseur dans le stock d'entrée, et ensuite, à la fin, au stock produit fini, en sortie vers le client. Donc on retrouve la fiche article, bien évidemment. On va retrouver donc les achats. On va y ajouter donc les quantités d'entrée et les quantités de sortie. Le solde, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste dans le stock. Et éventuellement des quantités de réservation, c'est-à-dire dans la programmation, la planification des produits qui sont à venir. Et on va les réserver en quantité afin d'anticiper en fait les besoins. Alors, la codification des articles fantômes, qui est une codification un peu particulière, mais qui est importante à retenir quand même. Donc, ce sont des codes qui sont associés à des articles dits virtuels. Pour essayer d'expliquer à peu près ce à quoi ça correspond. Donc, le premier, c'est surtout les regroupements en kit. C'est-à-dire que pour faire des préparations de commandes, notamment pour le montage ou l'assemblage, on va préparer ou pré-préparer, si vous voulez, les composants qui se rapportent à un sous-ensemble.
Et donc, comme il n'est pas vendu en tant que tel, ou qu'il n'est pas fabriqué en tant que tel, donc ça devient une espèce de code virtuel, puisque en fait, il ne correspond pas à un élément précis. Alors les pièces peintes, ça c'est l'élément, disons, le plus courant. Alors quand je dis peinte, c'est aussi les états de surface, hein, c'est pas que peinte, mais bon, tous les états de surface, ou les traitements aussi de pièces, donc si c'est par ailleurs chauffé, chromé, etc. Donc pièces peintes, pièces non peintes, donc par exemple, vous pouvez garder en stock des pièces non peintes avec leur code d'origine et leur mettre un code fantôme, c'est-à-dire virtuel, suivant la couleur que le client peut demander. Et quelquefois même, on va faire un code spécifique pour une commande spécifique, pour une peinture spécifique qui est demandée par un client. Alors, la structure des documents. Donc, comme on l'a vu, on a un produit complexe sur lequel on va y greffer un code. On va avoir donc une nomenclature qui va rassembler tous les éléments qui composent ce produit-là, avec bien évidemment des codes pour chaque élément, de composants, sous-ensembles, etc. Et ça va interagir avec les gammes de montage, c'est-à-dire la liste des éléments ou des opérations nécessaires pour pouvoir assembler. Donc d'abord des sous-ensembles. Alors les sous-ensembles, il peut y avoir de sous-ensembles en sous-ensembles, c'est-à-dire un peu comme des poupées gigognes, hein, c'est-à-dire que on a des petits sous-ensembles qui font des gros sous-ensembles qui peuvent en faire des plus gros sous-ensembles. Ça va, et tout ça est décortiqué, évidemment, et expliqué pour les monteurs qui doivent s'attacher à assembler tout ça. Et donc là, forcément, donc il y a des codes pour les opérations. On retrouve la même structure pour les gammes opératoires. Alors les gammes opératoires concernent les transformations sur les matières premières. Ça va, donc d'une part, il y a l'assemblage, d'autre part, il y a la transformation de la matière première. Et là, on a aussi, bien évidemment, des codes pour déterminer donc les gammes, les composants. Donc on retrouve ce qu'on avait dans la nomenclature. Donc là, ça vous permet de voir que la nomenclature est un élément central hein, en termes de codification déjà, pour rassembler un petit peu ces informations. Mais on aura aussi des codes sur les phases, c'est-à-dire les différentes opérations à effectuer sur le produit lui-même. Et donc tout ça va être centralisé dans la fiche article qui se trouve dans le système informatique et qui permet donc de tracer donc, le parcours. Donc ces codes vont se retrouver dans cette fameuse fiche article et vous aurez toutes les informations avec leur code bien évidemment de manière à pouvoir l'identifier le plus rapidement possible. Alors le lancement en production, donc ça c'est ce qu'on avait vu je pense dans la dernière vidéo. Donc ici simplement, donc l'ordonnancement c'est quoi? C'est de prioriser en fait sur le planning les produits complexes de manière plus générale qui vont être lancés, donc généralement dans le futur, on fait une prospective, d'accord? Et on va regarder dans le magasin si on a du stock. Donc c'est les fameuses aussi réservations dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, on fait donc des réservations éventuellement supplémentaires si on ne les a pas fait lors du lancement précédent et ou de la réception d'achat. Alors, le service achat, justement, va s'attacher à approvisionner tout ça en matières premières et en composants et il va récolter donc des délais lorsqu'il va passer ses commandes. Et donc, ces dates de livraison, il va les remettre à la planification. L'ordonnancement va remettre à la planification donc les priorités et la planification va mettre tout ça en œuvre de manière à affiner un petit peu les données et à affiner donc la planification tout simplement, c'est-à-dire avoir des dates plus précises, hein, tout simplement. Donc cette planification, elle va s'attacher à voir un petit peu, en fonction des informations qu'on lui a données, si réellement ça arrive au moment où ça doit arriver. Donc les matières premières, c'est ce qui doit arriver en premier. Donc ça, c'est en général, bon, ça, c'est le système informatique qui va donner l'information, mais simplement pour attirer votre attention là-dessus, les composants arrivent en dernier ou arrivent après les matières premières, puisque sur les matières premières, il va y avoir un temps de fabrication. Et donc la planification doit tenir compte de cela. Donc ça ne sert à rien de commander les composants en même temps que les matières premières. Et généralement, c'est ce qu'on voit dans les entreprises parce que ça facilite le travail des gens qui passent les commandes.
quand ce sont des gens qui passent les commandes, parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, ce sont les logiciels qui s'occupent de ça. Et donc, j'ai besoin des deux pour pouvoir travailler et assembler mon produit complexe. Et donc, je passe par le lancement en fabrication à ce moment-là. Et là, donc j'ai un service qui prend ça en charge et qui fait la répartition de la charge. C'est-à-dire que lui, il va cumuler les fameux temps là, des gammes qu'on a vues, des gammes opératoires, sur chaque machine. Donc en fait, on descend encore d'un niveau en termes de production. Et donc, on regarde par unité de production. Alors, ça peut être des ateliers, hein, ça peut être des machines, ça peut être même des entreprises, quelquefois. Enfin, si vraiment on est sur des productions extrêmement importantes, sur des volumes importants, hein. Par exemple, pour l'automobile, on a des usines qui ne font que des moteurs, voilà, et qui fournissent des moteurs, des fois même à plusieurs marques. Et donc, la répartition de la charge se fait en fonction de ça. Donc s'il y a des cas de surcharge, et ça arrive assez fréquemment, en fait, il faut informer directement la planification qui, je rappelle, fait l'affinage en fait de la répartition dans le temps. Donc, il s'informe auprès du service achat s'il peut travailler avec de la sous-traitance. Alors, pour info, on appelle ça du délestage. Ça va. Bon, il y a des conditions, on ne va pas entrer dans le détail, mais bon, sachez qu'il y a des conditions pour que ça puisse se faire sous cette forme-là que je présente. Alors, la sous-traitance, si la sous-traitance ne peut pas le faire, si c'est impossible, à ce moment-là, il faut reprendre une décision. Alors, soit on augmente le temps de travail, donc en passant en plusieurs postes de travail, et si c'est impossible, à ce moment-là, ben, il faut replanifier, c'est-à-dire qu'on reporte à ce moment-là les dates. Donc là, il faut informer après le commercial qui doit aller voir le client et essayer de négocier avec lui pour un report de date, en expliquant la situation, etc., etc. Donc on voit ici que les données techniques, c'est pas juste pour faire joli dans le paysage, hein, ou juste pour, comment dirais-je, alimenter un système informatique, c'est pour prendre des décisions. Et ces décisions, ben, pour être prises de façon la plus rapide et la plus correcte possible, c'est d'avoir les bonnes informations au bon moment, et surtout le plus rapidement possible. Alors, justement, pour prendre ces informations et ces décisions, il est très important de collecter les informations. Et pour collecter les informations, on retrouve le même dilemme, c'est-à-dire le temps en temps réel, c'est-à-dire qu'il faut collecter les informations en temps réel. Donc ici, répertorier donc, les ressources disponibles, donc à l'instant T, hein, c'est-à-dire s'il y a des gens, s'il y a une épidémie de grippe, ben, il est bon de savoir que bon, ben, il y a la moitié du personnel qui est disponible, par exemple. Ça va. Donc ça, c'est très important d'avoir des informations très, comment dirais-je, très rapides, mais aussi très précises. Ça va. Donc si les gens, par exemple, on connaît leur temps d'arrêt de travail, on sait qu'ils sont arrêtés pendant une semaine, ben, on peut replanifier correctement et remettre des dates. Donc identifier les éléments standards. Ça va. Bon, pour ça, en général, c'est fait par, comment dire, par le logiciel lui-même. Donc prévoir les stocks. Alors les plateformes de lancement, ce sont des regroupements en fait de produits qui sont soit de même nature, soit qui ont les mêmes gammes de fabrication. Et donc on fait ce qu'on appelle des plateformes, c'est-à-dire des endroits où on va concentrer en fait un type de production. Alors, reconfigurer éventuellement la logistique. Donc là, encore une fois, hein, il faut que vous sachiez exactement ce que vous avez à votre disposition, mais à l'instant T. Hein, c'est pas parce que on a une liste en fait de chariots élévateurs, ça signifie pas que tous les chariots élévateurs, bah, ils sont disponibles. Hein, il y a peut-être un chariot élévateur qui est en maintenance, un chariot élévateur qui est complètement out. Où on a un nouveau chariot élévateur, mais bon, on n'a pas la maîtrise de ce nouvel appareil, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des informations qu'il faut mettre à jour dans le système informatique. Donc le système informatique, c'est pas une bible en fait, hein. C'est pas quelque chose qui reste ad vitam, c'est quelque chose qui évolue de façon constante. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Quand on parle de données techniques, c'est pas quelque chose de répertorié et de listé. C'est listé, certes, mais c'est mis à jour continuellement. Et c'est ça la difficulté. Donc assurer la jonction de production avec anciens et nouveaux produits, donc ça c'est encore un cas extrêmement important, parce que là on va travailler sur deux projets en même temps, et donc il faut doubler en quelque sorte la réception de données. Donc définir les ressources nouvelles, donc là c'est pour des produits nouveaux, hein, prévoir leur disponibilité, leur capacité. Donc là, vous voyez, on est déjà un peu plus dans le flou, parce que ça va dépendre des fournisseurs. Et donc il faut qu'on soit
comment dirais-je, bien raccord avec le fournisseur, qu'on ait des fournisseurs fiables. Ça va. Là ce n'est même plus du ressort de l'entreprise, c'est du ressort de, comment dirais-je, d'une ressource extérieure. Et donc à partir de là, par exemple, il faudra éventuellement mettre en place un système de risque, c'est-à-dire qu'on va évaluer le risque du fournisseur. Donc il est très important de connaître ce qu'il a fait par le passé. Alors ici, c'est un cas particulier parce que lorsque vous commandez une machine, vous ne commandez pas forcément une machine tous les jours. Donc, ce qui signifie que la fiabilité du fournisseur, elle est faite bien sûr sur les précédents qu'on a eu avec lui, mais on va s'informer éventuellement auprès de concurrents ou de collègues qui ont déjà travaillé avec cette société, et on va évaluer le risque. Le risque qui va être intégré dans la planification, avec une date, disons, au pire, et une date, disons, ordinaire ou normale. Donc adapter les ressources existantes aux nouvelles. Donc encore une fois, hein, j'insiste, mais c'est très important. Hein, si vous n'avez pas les bonnes informations, si vous voulez adapter des ressources nouvelles à des trucs qui ne sont pas identifiés, dont les codes sont faux. Alors on a eu des cas comme ça, par exemple, des machines. Alors c'était même pas des nouvelles machines d'ailleurs, c'était des machines qui ont été éliminées parce qu'elles étaient trop vieilles. Et on s'est retrouvé avec des outillages qui sont rapportés à cette machine, mais qui n'étaient pas rapportés à d'autres machines qui pouvaient l'exploiter. Si bien qu'il manquait des codes. Et donc c'était l'atelier qui bidouillait des trucs, et puis on ne savait pas exactement qui faisait quoi, quand, comment. Ce qui veut dire, alors c'est pas un mal en soi, parce que ça fonctionnait quand même, mais le problème c'est que si vous avez ces gens qui partent, donc ils ont, parce que c'est des anciens en général, bah, s'ils partent en retraite, vous faites quoi? Si vous les appelez chez eux pendant qu'ils sont à la pêche, ça m'étonnerait qu'ils vous rappellent, quoi. Vous voyez un petit peu le truc. Et l'importance aussi de ça. Donc le pilotage de la production, donc ici on a vu c'est le lancement d'une production, le pilotage, c'est-à-dire justement c'est cette collecte de manière régulière, récurrente, qui fait tout l'intérêt en fait du système de données techniques de réseau informatique dans la gestion de production. Donc construire un tableau de bord, donc ça c'est le minimum, hein, délai. Alors je vous ai mis les éléments de base, hein, délai, qualité, volume, volume produit. Voilà. Alors, vérifier les indicateurs par rapport aux consignes. Alors, les consignes, c'est les commandes en général, ou des consignes qui sont données par la direction, tout simplement, par la hiérarchie. Donc, envoyer les directives de correction. Donc, ça, vous aurez toujours des corrections, parce que, bon, en général, on a toujours des petits problèmes sur des lignes de production qu'il faut résoudre très rapidement. Donc, il faut, quand je dis résoudre, ça veut dire donner des informations aux gens qui doivent agir. C'est-à-dire que les gens ne restent pas les bras ballants pendant une demi-journée parce qu'on n'a pas l'information. Alors, ça arrive, mais ça ne devrait pas arriver. Donc, il faut toujours des plans B. Donc, ça, c'est un peu dans le pilotage, mais c'est aussi de manière prévisible. C'est-à-dire que dans les lancements, évidemment, on a généralement, enfin quand c'est bien fait, des plans B. Je vous donne un exemple tout bête. C'est une personne qui travaille sur une machine très spécifique et qui a suivi une formation pour pouvoir se servir de cette machine. Il arrive, même dans des entreprises de taille assez importante, où il n'y a qu'une seule personne. C'est-à-dire que si cette personne est malade, eh ben, il n'y a plus personne qui sait se servir de la machine. Alors des fois, ça paraît un peu ridicule, hein, mais ou alors quelqu'un qui l'a utilisé, mais qui est une espèce de remplaçant, si je puis dire, mais qui va jamais, quoi, ou qui va très rarement. Voilà, parce que bon, c'est plus facile de le donner à quelqu'un qui a l'habitude, puisque lui, il va aller plus vite que l'autre qui est un peu hésitant. Mais si vous ne l'entraînez pas de façon régulière, cette personne, ben, elle ne peut pas faire non plus des miracles, hein. Donc voilà, ce sont des cas un petit peu de gestion courante, ça, de pilotage, on va dire. Simuler donc les commandes prévisionnelles. Bon, ça, c'est un système informatique qui va s'occuper de ça. Vérifier le plan de charge, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Réserver les ressources de façon anticipative. Donc, encore une fois, hein, ici, c'est pour essayer de diminuer le risque au maximum. Et il faut intégrer donc les commandes petit à petit. C'est-à-dire que là, vous avez une production existante et vous regardez ce qui se passe quand vous intégrez des commandes. Donc c'est ça, vérifier le plan de charge, c'est un peu ça que ça veut dire. Ça veut dire aujourd'hui, bah, tout fonctionne merveilleusement bien, super, et puis boum, patatrac, que nous voilà avec une belle commande d'un client, sauf que bah, le délai est un peu short. Et donc, boum, on va se retrouver avec un plan de charge qui explose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend des intérims pour travailler en deux équipes? Est-ce qu'on va sous-traiter, etc. Donc, il faut prendre des décisions très rapidement.
Il ne faut pas être pris au dépourvu, c'est un peu ça l'enjeu en fait. Et donc vérifier la simulation par rapport à la réalité, c'est ce que je viens de dire, éditer et distribuer les documents. Donc, alors là, c'est aussi, bon, je sais qu'il y a encore pas mal de boîtes, notamment dans les petites structures, où on travaille avec des documents papier. Donc il est très important, ça je peux vous l'assurer, d'avoir les documents à jour. C'est-à-dire, il faut virer et être sûr qu'on a viré les documents de la commande précédente. Donc s'il y a eu par exemple une modification de commande, eh bien, il faut être sûr qu'on a bien viré tout ce qui concerne l'ancienne commande et remplacé par la nouvelle. Ça va? Parce que quelquefois, les gens, ils gardent ça dans des coins et puis ils se servent de ça, puis ils se trompent parce que bon, bah, c'est plus d'actualité tout simplement. Alors maintenant, entrons dans le détail de ce que c'est que la nomenclature. Donc là, j'ai fait un petit rappel, mais j'ai essayé de centrer ça sur la nomenclature, son intérêt et par rapport au flux en fait qui existe dans l'entreprise. Alors la nomenclature, ici j'ai pris le cas d'une table de pesée. Donc c'est une table qui sert à peser des espèces de grosses pelotes de laine en fait. D'accord. Et enfin, c'est un élément relativement simple. Et donc cet élément complet, donc là je l'ai éclaté, mais bon, quand il est assemblé évidemment, ça fait un produit complexe. Et on va identifier ça comme étant le niveau 0, donc c'est-à-dire le niveau à atteindre, donc qui est le produit final. Ensuite, on va descendre donc d'un niveau, on va passer au niveau 1, ici, et on va passer aux produits assemblés. Donc c'est-à-dire qui sont composés de plusieurs éléments. Ici, j'ai pris un cas qui est le kit électrique. Donc on pourrait dire que c'est un code fantôme, comme on l'a vu tout à l'heure, puisqu'il y aura une préparation pour tout ce qui est électrique. Et donc ça se rapporte à tout ce qui est électrique, donc ici un capteur, du fil, un boîtier, etc. Et donc, si on descend du niveau encore inférieur, on va passer donc au niveau 2. Et là, on va commencer à décomposer. Donc avec le câble, d'une part, avec le capteur, enfin, ou les capteurs plus exactement, et avec le boîtier ici électrique. Et on recommence avec la partie mécanique, en fait, et l'ensemble mécano-soudé. Alors l'ensemble mécano-soudé, c'est cet ensemble-là donc, qui est relié, hein, donc soudé. Donc tous les tubes là que vous voyez sont soudés les uns avec les autres. Alors c'est un cas un peu particulier puisque en fait ça devient en même temps un produit qui est assemblé parce qu'il faut, il faut plusieurs parties, plusieurs éléments de base pour pouvoir l'assembler, mais lorsqu'on le voit, ça fait un produit unique puisque tout est soudé si vous voulez. Hein, et vraiment, on ne peut pas le démonter si vous voulez une fois qu'il est soudé. Alors, donc on aura les pieds, on aura les traverses. Donc on voit ici, on va quand même relativement dans le détail, simplement pour bien montrer, identifier aux personnes qui vont assembler ça, pour qu'ils puissent se repérer. Donc évidemment, il y a des codes hein, à chaque fois sur chaque produit. Alors ici, un cas particulier qui est la table. Donc la table ici ne fait pas partie de l'ensemble mécano-soudé et est directement rattachée au produit final. Et donc on applique ce qu'on appelle la règle du plus bas niveau. C'est-à-dire que là, ben, la table, en fait, c'est de la matière première transformée, au même titre que donc, les tubes ici qui sont découpés. Ça va. Voilà. Alors, avec ça, on va leur coller à chaque fois un coefficient de montage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça correspond à la quantité nécessaire pour fabriquer l'élément qui se trouve au niveau supérieur. C'est-à-dire que pour réaliser A, eh bien, il me faut une fois B et une fois C. Hein, vous voyez, c'est assez simple. Et donc, on applique ce coefficient de montage à tous les éléments, donc du niveau inférieur. Et donc, on va dire, bah, il faut un câble, quatre capteurs, un boîtier, etc. etc. Okay. Alors, ceci signifie que pour réaliser B, donc il me faut une fois D, donc le câble, 4 fois E, c'est-à-dire les capteurs, et une fois F. Ça va? Alors, vous allez comprendre pourquoi, à quoi ça sert. Ça sert à, si par exemple, on me demande 10 tables comme ça, eh bien, il me faut 10 fois B plus 10 fois C. Donc, ce qui signifie que je vais appliquer le 10 à la distribution de la composition du produit B, en l'occurrence.
Mais c'est applicable pour C, etc. Donc j'ai pris une nomenclature extrêmement simple. Ça va. Et donc tous les produits vont être comme ça, en cascade, vont subir en fait la multiplication de 10 sur l'ensemble. Alors si j'avais mis par exemple 2C ici, ben oui, il me faut 4 pieds par exemple. On suppose qu'il faut 2C, mais bon, il me faut 4 pieds par exemple, etc. Eh bien ici, il faudra multiplier. Donc ici, si je fais 10, ça fait 20. Donc ça fait 20 fois 4, ça fait 80. Ça va. Donc en fait, on multiplie chaque fois les coefficients. Alors, je vous donne l'information pour vous montrer la complexité, mais en règle générale, ça, c'est fait par l'ordinateur. Ça va. Donc, c'est le logiciel qui s'occupe de ce genre de choses. Mais c'est très important de comprendre comment ça fonctionne, notamment pour avoir une idée des volumes. Ça va. Donc, ici, on ne va pas vous demander de calculer les quantités, hein. On va vous demander d'avoir une idée des volumes. Alors, l'idée des volumes, ça va être, comment dirais-je, une information qui va s'impliquer dans la logistique, c'est-à-dire les contenants, par exemple. Alors, on en vient justement à l'information qui est très importante pour bien avoir en tête cette structure de la nomenclature. C'est que là, j'ai décortiqué donc ici du A, ici donc le produit fini vers ici le composant, les matières premières. Donc ici, je pourrais encore... non, ici, je ne peux pas descendre plus bas. Et donc ça, c'est pour la décomposition, en fait. Mais nous, quand on va travailler exactement dans le sens contraire. C'est-à-dire, tout ce que j'ai vu là dans le lancement tout à l'heure, bien, en fait, ça va concerner tous ces éléments-là, en sachant que ça se rapporte, bien évidemment, à des sous-ensembles et à un produit fini. Ça va. Alors, faites attention parce qu'il y a une partie, évidemment, qui est gérée directement par l'ordinateur, mais il est quand même bon d'avoir en tête un peu la structure des produits. Bon, ça se travaille avec le temps, évidemment, hein. Si vous êtes sur plusieurs produits, si vous êtes sur un monoproduit, sur une ligne de fabrication, bon, c'est pas trop problématique. Mais si vous êtes dans une entreprise de taille plus modeste, même 200 personnes, quelquefois, vous devez parfois jongler avec une gamme de produits, en fait. Donc, ce qui est un peu moins évident. Et c'est un peu le courant aujourd'hui que prend la gestion de production, c'est-à-dire avoir cette capacité non plus d'être monoproduit, mais d'être très flexible, hein, et réactif, comme on dit aujourd'hui. Et donc, ça suppose avoir la capacité ou la compétence de travailler sur plusieurs produits en même temps. Alors, on retrouve notre structure en fait de produits. Donc, la nomenclature, donc c'est un peu une synthèse de ce qu'on vient de faire. Donc on va avoir un ou plusieurs produits complexes, donc une ou plusieurs nomenclatures. Donc ici je l'ai fait simple, hein, la nomenclature, mais vous avez des nomenclatures qui comportent des milliers de sous-ensembles, de composants, et donc de possibilités évidemment. Et donc vous allez avoir des milliers de gammes. Alors pas toujours, comment dirais-je, inscrites, mais parfois directement, comment dirais-je, alors sous forme de processus, mais qui ne sont pas utilisés tous les jours, hein. Quand vous faites du montage à la chaîne, par exemple, bah, les gens, ils font une tâche, enfin, ils font quelques opérations, ils en font 5 ou 6, ils n'en font pas non plus des centaines, ça va. Donc, ils n'ont pas besoin de rappel, ils font tout le temps la même chose. Mais simplement, ça doit quand même être notifié quelque part, ça va, au cas où on en aurait besoin. Alors, surtout dans le cas où on effectue des modifications. Il faut savoir ce qu'on fait. Alors, je répète encore une fois, mais c'est très important. Une gamme de montage, c'est la même chose que la nomenclature. C'est pas quelque chose qui reste figé dans le temps. C'est quelque chose qui évolue. Ça va. Donc s'il y a des solutions qui sont apportées, notamment dans le cadre d'amélioration, il faut que tous les documents, évidemment, soient impactés, c'est-à-dire soient mis à jour. Donc idem pour les gammes opératoires, hein, on a vu ce que c'était, donc évidemment. Donc ça va influer ça. Et donc la fameuse fiche article, hein, qui est le centre nerveux du logiciel qui va récolter en fait toutes ces informations. Mais la nomenclature, c'est un peu là-bas. C'est un peu comme quand vous montez votre armoire qui vient de chez Ikea, hein. Vous avez une liste avec tout ce qu'il faut, les vis, les rondelles, même les outillages, etc. Et donc vous avez toutes ces informations qui vous permettront de monter votre armoire venant de chez Ikea. Et ici, c'est exactement le même principe, sauf que c'est étoffé sur des quantités beaucoup plus importantes.
Alors, la dernière dia que je voulais vous proposer, c'est en fait un peu une présentation. Donc ici, c'est un listing. Bon, c'est un peu ancien, d'accord, mais en fait, vous allez retrouver à peu près la même chose sur vos écrans d'ordinateur lorsque vous serez en face de votre logiciel. Parfois, c'est même beaucoup plus complexe que ça, d'ailleurs, je trouve. Donc, il n'est pas toujours facile à s'y retrouver. Alors, le problème d'un cumul d'informations, mais ça, c'est valable dans tous les cas, hein, ce que je vais vous dire, c'est que, pour finir, lorsqu'on est débutant, ben, on est noyé par les informations, ça c'est le premier point. Et lorsqu'on est aguerri, expérimenté, eh bien, en fait, on va se concentrer sur les informations qui nous servent. Le reste, on passe à côté. Et donc, s'il y a une modification sur ce qui est à côté, ben, boum, patatrac, nous voilà un peu dans les bégoniens, quoi. Donc, comme le code fantôme, par exemple, vous voyez, par exemple, ici, hein, je vais entourer, voilà, tout ça est négatif, ça va, donc il n'y a pas de code fantôme. Donc, les gens qui sont habitués, bon, les 99% du temps, il n'y a pas de code fantôme, ça va, ou de nouveaux codes fantômes. Et donc on ne regarde pas cette colonne. Et poum, quand il y a un changement, évidemment, eh bien, on ne fait pas attention, on passe à côté, et puis lors de la gestion, ben, on se plante un petit peu. Ça va. Alors peut-être pas soi-même, mais les gens dans l'atelier, par exemple, ou, qui sont sur le système de fabrication, ils peuvent se planter. Alors, regardons un petit peu différents éléments. Donc ici, l'affectation, ici, c'est des produits qui sont soit fabriqués, voilà, soit ce sont des produits qui sont achetés. Ça va. Donc c'est les fameux composants. Donc pour voir la distinguo entre les matières premières, donc comme on l'a vu tout à l'heure, qui arrivent en premier, et les composants qui arrivent ensuite. Alors, état défini par l'utilisateur, c'est tout simplement parce qu'il peut y avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, des pièces peintes, par exemple. Et donc, c'est acheté, mais ça peut être pas à l'extérieur. D'accord. Donc, ça, il peut y avoir un code supplémentaire pour ça. Alors, vous aurez d'une part, alors, voilà, article acheté, voilà. Ici, vous avez donc les numéros d'articles ou les codes articles. Voilà. Ici, vous avez donc les différents niveaux, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc ça vous permet de vous retrouver. Et donc la structure que j'ai montrée tout à l'heure en arborescence, évidemment, il y a certains logiciels qui le proposent, mais c'est pas courant, hein. Vous avez plutôt une espèce de listing comme ça pour vous y retrouver. Donc c'est pas non plus évident. Alors avec l'habitude, évidemment, ben, certains même sont extrêmement forts et ils retiennent même les codes. Alors ça c'est par habitude, hein. Ils connaissent les codes et ils savent à peu près ce que c'est comme type de pièce. Donc on l'avait vu dans la codification. Bon, je l'ai pas repris parce que c'est pas vraiment l'objet de ce qu'on veut faire, mais le code indique un peu le type de produit dans lequel on va retrouver. Donc si vous avez un code 3 ici, voilà, bah, ce sont généralement des produits qui vont... Enfin, dans cette entreprise, ça va être des produits qui sont généralement assez courants. Quoi. Des rondelles, vous voyez, patins de frein, etc. Alors, des produits courants pour l'entreprise, bien évidemment, hein, ça va. Alors ici, vous avez les niveaux relatifs. Donc ici, voilà, les niveaux relatifs, voilà. Alors niveau relatif, bah, cette pièce-là, elle concerne directement le niveau 1. Cette pièce-là concerne directement le niveau 2, etc., etc. Ça va. Donc du niveau 2, on passe au niveau 1. Donc ça, c'est pour identifier la règle du plus bas niveau, éventuellement, si elle se présente. Voilà, donc là vous avez une image, disons, synthétique de la nomenclature et de son influence sur les données et sur la gestion de données et de production, hein, même au sein de l'entreprise. Alors je vous remercie de m'avoir écouté et la prochaine vidéo sera sans doute consacrée aux gammes opératoires. Merci encore et bonne journée à vous.